Le vent soufflait en rafale sur le vieux quai désert de Saint-Malo, soulevant des tourbillons de sable gelé et de papiers oubliés. La nuit était tombée comme un couvercle sur la ville, et seuls les lampadaires hésitants jetaient des taches de lumière jaune sur les pavés. Julien, l'aîné des 3 frères, vérifiait la fermeture de la fenêtre dans leur petit salon humide, pendant que Théo, le cadet calme, rangeait les restes d'un dîner trop simple. Pain rassis, sardines à moitié partagées, une soupe claire. Malik, le plus jeune, traçait en silence des courbes sur un vieux cahier de maths, devenu carnet de croquis, dessinant des moteurs qu'il n'avait jamais vus en vrai. Leur mère venait de partir pour son service de nuit à l'hôpital, leur confiant une fois de plus les heures sombres, comme on confie une barque fragile à la mer. Et c'est là, dans ce silence entre frères, que le bruit se fit entendre. Un fracas étouffé, comme un corps qui heurte le sol, puis un souffle rauque. Julien fut le premier à ouvrir la porte. Devant la vieille barrière, à peine éclairé par la lumière du réverbère, un homme gisait à genoux, les mains sales, la respiration sifflante, le visage partiellement dissimulé par une capuche trempée. Théo courut chercher une couverture sans réfléchir. Malik serra son cahier contre lui comme si c'était un talisman. L'homme leva les yeux, fatigué, mais encore vif, des yeux qui avaient vu trop de routes, trop de pluie. Il tenta de se redresser, mais fléchit. Julien l'attrapa par le bras sans poser de questions. Il ne savait pas son nom. Il ne savait pas d'où il venait. Mais il savait ce que c'était que d'avoir froid, d'avoir faim, d'avoir peur de déranger. Ils l'aidèrent à entrer, l'installèrent sur un vieux fauteuil que leur mère avait rafistolé avec du fil rouge. Il ne parlait pas beaucoup, juste un souffle rauque, une grimace de douleur au flanc. Malik lui tendit un bol de soupe, qu'il but lentement, comme si chaque gorgée réveillait quelque chose d'éteint. Il refusa l'argent que Julien voulut glisser dans sa poche, une vieille habitude que leur père leur avait apprise, du temps où ils vivaient encore. L'homme posa simplement une main sur l'épaule de Théo, un geste sans mots, mais qui disait merci. Quand la pendule sonna minuit, il se leva doucement, malgré la douleur. Il fixa les garçons un à un, longuement, avec une expression que même Malik n'aurait pas su dessiner. Avant de franchir la porte, il dit simplement, presque en murmurant, « Je reviendrai bientôt ». Puis il disparut dans l'ombre. Et dans la maison, le silence reprit sa place, mais quelque chose avait changé, comme si, en l'espace d'une nuit, une brèche était ouverte entre le passé et ce qui allait n'être point le lendemain. La pluie s'était invitée comme un voile fin sur les carreaux, dessinant des sillons discrets que Théo suivait du doigt pendant que Malik, silencieux, dessinait des spirales mécaniques au stylo noir. Julien, lui, vérifiait pour la 3e fois la vieille serrure de la porte, inquiet sans raison apparente. Depuis le départ de l'homme, il y avait comme une tension suspendue dans la pièce, une attente sans nom. Il ne savait pas s'il reviendrait, ni même s'il allait bien, mais chacun, à sa manière, espérait. Et quand on frappa doucement la porte peu après midi, aucun des 3 ne fut surpris. C'était lui, le même manteau usé, les mêmes bottes couvertes de boue séchée, mais cette fois, son visage était un peu moins fermé, comme s'il portait une décision au fond de ses rides. Il entra sans un mot, avec ce respect silencieux des gens qui savent ce qu'ils doivent. Il s'assit doucement sur le bord du canapé, posa un sac de voyage fatigué à ses pieds et resta là, les mains croisées. Julien lui tendit un bol de soupe chaude sans rien dire. L'homme le prit avec lenteur, puis regarda autour de lui. Ses yeux s'arrêtèrent sur les dessins de Malik, sur les vis rouillées soigneusement triées sur la table, sur les vieux tournevis alignés comme un trésor d'enfant. « Tu dessines des moteurs » demanda-t-il d'une voix éraillée. Malik hocha la tête, surpris qu'il ait remarqué. « Je les invente dans ma tête. » L'homme sourit à peine, mais c'était la première fois que ses traits semblaient se détendre. Il se tourna vers Julien, puis Théo, comme s'il pesait leur présence, leur solidité, leur silence plein de sens. « Vous avez réparé quelque chose que je croyais cassé pour de bon. » Il n'en dit pas plus, mais ce qu'il laissa en suspens avait plus de poids que des heures de discours. Il sortit lentement de son sac un petit couteau pliant, à la lame gravée, et le posa sur la table. « C'était à mon père. Il me l'a donné le jour où j'ai quitté la maison. J'aimerais que vous l'ayez. » Julien recula instinctivement, comme si on lui avait offert un secret trop lourd. On ne peut pas accepter. Mais l'homme insista. Ce n'est pas un paiement. C'est un passage. Il leur raconta alors, brièvement, qu'il s'appelait Émile, qu'il avait été mécanicien dans l'armée, puis ouvrier itinérant, puis plus grand-chose. Des années de route, d'errance, d'oubli. Il n'avait plus vraiment d'adresse, plus de famille, juste une vieille moto qui dormait quelque part dans un garage du sud. Jusqu'à hier soir, je pensais que le monde n'avait plus de place pour les gens comme moi. Et puis vous avez ouvert votre porte. Le silence revint, mais cette fois il n'était plus pesant. Il était doux, presque chaud. Malik murmura, «
Vous allez rester? Émile secoua la tête lentement. Pas encore, mais je reviendrai. J'ai quelque chose à préparer. Il les regarda une dernière fois, debout dans l'encadrement de la porte. Vous avez du feu en vous. Ne le laissez pas s'éteindre. Puis il sortit, sous une pluie plus fine, presque bienveillante. Les garçons restaient là longtemps, les yeux vers la fenêtre, sans parler. Le petit couteau posé entre eux comme un pont entre deux mondes. Point le samedi matin s'était levé avec une lumière pâle et un calme étrange dans la rue Saint-Laurent. Les volets claquaient doucement sous les bourrasques, mais les garçons, eux, étaient déjà éveillés. Julien préparait du café pour leur mère encore endormie. Malik dessinait un moteur de moto inspiré d'un rêve confus. Et Théo écoutait la radio grésillante, espérant capter une émission mécanique. Tout semblait ordinaire, jusqu'à ce que le sol lui-même commence à vibrer, doucement d'abord, comme un bourdonnement souterrain. Puis le grondement enfla, devint un souffle grave, régulier, puissant, comme si une armée invisible approchait. Malik leva les yeux le premier. « Vous entendez ça ?» Julien ouvrit la fenêtre d'un coup. La scène qui se révéla leur coupa le souffle. Des camions militaires, des motos anciennes, des fourgonnettes aux vitres sombres, tous portant un même insigne, une clé dorée croisée sur une aile argentée, avançaient lentement dans la rue, dans un balai maîtrisé. Les voisins sortirent sur les balcons, ébahis. Un homme descendit d'une moto noire mate en tête du cortège. Émile. Mais ce n'était plus l'homme fatigué de l'autre soir. Sa posture avait changé, droite, solide. Son regard portait une assurance tranquille, presque solennelle. Il portait une veste de cuir ornée d'écussons brodés. Chaque fil semblant raconter une histoire de route et de blessures. Il s'avança vers la porte des garçons, grimpa les quelques marches sans hésiter, et sourit, simplement. « Bonjour, les gars. » Julien, Théo et Malik étaient figés. Leur mère, en peignoir, apparut derrière eux, la main sur la bouche. « Qu'est-ce que ?» Émile se tourna vers la rue, leva une main, et le cortège s'arrêta comme un seul homme. Alors il parla, à voix haute, claire, avec une chaleur inattendue. Ces trois garçons m'ont aidé alors que je n'étais plus personne, sans poser de questions, sans attendre de récompense. Ce que vous voyez ici aujourd'hui, c'est notre façon à nous de dire merci. Un frisson parcourut la foule silencieuse. Des hommes et des femmes commencèrent à décharger des caisses, des outils, des boîtes à compartiments. Une cuisine de fortune fut montée sur le trottoir. On sortit des thermos de chocolat chaud, des croissants encore tièdes. Malik n'osait plus respirer. Théo tremblait. Julien avait les yeux humides sans s'en rendre compte. Émile se tourna de nouveau vers eux. Ce n'est pas une décompère. C'est un cycle qu'on relance. Vous avez posé un acte qui mérite d'être semé ailleurs. On est là pour ça. Et sans attendre de réponse, il s'agenouilla avec soin, ouvrit une grande mallette rouge et en sortit un coffret de clés chromées brillantes, un multimètre neuf, un carnet d'apprentissage plastifié au nom de Julien. Malik reçut un bloc de croquis vierges reliés de cuir et une trousse de stylos techniques. Théo une paire de gants de mécanicien brodés à ses initiales. Aucun mot ne venait. Tout cela semblait irréel. Mais Émile, lui, semblait parfaitement à sa place, comme s'il avait toujours appartenu à ce seuil, à cette famille sans père, à cette rue sans histoire. Et derrière lui, une centaine de regards silencieux observaient, approuvaient, confirmaient. Ce matin-là, dans une petite rue ordinaire, le monde avait changé d'échelle, et trois garçons avaient vu l'impossible poser ses valises chez eux. L'après-midi avançait lentement, comme ralenti par le poids de ce qu'elle venait d'amener. Les camions restaient garés le long de la rue, les moteurs coupés, mais les présences humaines pulsaient encore, organisées, concentrées. La cuisine de fortune distribuait du café fort et des parts de quilles chaudes, pendant qu'un groupe de mécaniciens installait une bâche entre deux lampadaires, transformant la rue en atelier à ciel ouvert. Émile, calme et précis, appelait les garçons un par un. Julien fut le premier. Il le conduisit vers un homme aux cheveux gris attachés en queue de cheval, en combinaison brodée restauration motopatrimoine, qui lui tendit un dossier. « Tu veux apprendre à diriger? À organiser un garage? On t'accueille une semaine sur 2. Payé. Et on te forme. » Julien n'arrivait pas à répondre, sa gorge trop serrée. Théo, lui, se vit confier un vieux cadre de mobilette à remettre en état. « Tu as des mains qui sentent la patience. » lui souffla Émile. « Tu apprendras à écouter ce que dit une pièce abîmée. » Puis il se tourna vers Malik, qui regardait avec admiration une moto ancienne au réservoir cabossé. « Celle-là n'a plus roulé depuis 20 ans. J'aimerais que tu sois le premier à lui redonner un visage. » Il lui tendit une trousse de crayons neufs et un cahier à spirale vierge avec une inscription sur la couverture. « Imagine ce que les autres n'osent pas voir. » Malik baissa les yeux, ému jusqu'aux os. Derrière eux, leur mère,
encore en blouse d'infirmière, ne disait rien. Les larmes avaient déjà creusé 2 lignes silencieuses sur ses joues. Émile s'approcha doucement. « Madame, vous avez élevé 3 hommes droits. Il est temps que d'autres prennent le relais. » Elle tenta un sourire entre 2 sanglots. Ils n'ont jamais eu beaucoup, mais ils ont toujours partagé ce qu'ils avaient. Émile hocha la tête, les yeux brillants. Et c'est pour ça qu'ils ont plus que ce que beaucoup n'auront jamais. Alors, les anciens commençaient à montrer, à expliquer. On apprenait à lire les courbes d'un vilebrequin, à identifier les fissures, à doser le couple d'une clé sans forcer. Des enfants du quartier se mirent à aider, curieux. Des voisins, autrefois distants, apportèrent du pain, du jus, des serviettes. Le quartier se réchauffait à vue d'œil. Julien rangeait les outils par taille sans qu'on le lui demande. Théo nettoyait une chaîne rouillée avec la concentration d'un horloger. Malik, assis sur une marche, dessinait un nouveau réservoir en forme de flamme retenue. Quand il leva les yeux, il vit Émile l'observer depuis la rue. Et dans ce regard-là, il n'y avait plus de solitude, plus de fatigue. Seulement cette fierté discrète qu'un père aurait pu avoir pour un fils. Au coucher du soleil, alors que le moteur dormait et que la rue sentait encore la graisse et le pain chaud, Émile murmura à voix basse à Julien. « Ce que vous avez commencé ici, ne le laissez jamais mourir. » Puis il posa une main sur son épaule, comme pour lui transmettre un poids précieux. Une promesse. Le dimanche matin se leva sous un ciel de coton, où même le silence semblait retenir son souffle. Mais dans la rue Saint-Laurent, plus rien ne ressemblait à la veille. Les enfants du quartier, d'abord timides, avaient investi l'atelier improvisé, observant les gestes des anciens, posant des questions, aidant à visser, nettoyer, trier les pièces. Une petite fille apporta même une boîte de boutons cassés pour réparer des motos imaginaires. Le bruit des outils avait remplacé celui des disputes habituelles, et même le vieux chien de la voisine, qui aboyait pour un rien, restait couché, apaisé. Julien tenait un carnet et notait chaque pièce utilisée, chaque étape de montage, concentré comme un comptable de rêve. Théo, penché sur un carter ouvert, écoutait un vieil homme expliquer comment sentir les vibrations d'une pièce déséquilibrée, les yeux plissés par l'effort. Malik, au milieu du trottoir, montrait ses esquisses à un groupe de motards, leurs bras tatoués croisés sur leurs gilets, admiratifs. Un homme pointa une page du doigt. « Celle-là, elle pourrait être vraie. » Malik ne sut quoi répondre. Il n'avait jamais montré ses dessins à personne d'autre que ses frères. Émile les regardait tous les 3 comme on regarde une charpente solide sur laquelle on sait qu'on peut bâtir. À midi, les motos se rangèrent en file indienne sur la chaussée, formant une aide d'honneur. Une nouvelle figure s'avança. Une femme aux cheveux poivre et scène nouée dans un foulard rouge, veste de cuir et bottes pleines de boue. Elle s'appelait Claire. Ancienne restauratrice de moto, amie de longue date d'Émile. Elle prit Julien à part. « Tu veux vraiment apprendre à gérer un atelier? Viens 2 jours par semaine à Rennes. Je te montre les vrais comptes, pas ceux des livres d'école. » Julien hocha la tête sans parler, son cœur battant trop fort. Claire glissa dans sa poche un badge d'accès et un plan de train. Théo fut invité par un autre mécano à venir apprendre le sablage sur pièces historiques. Malik, lui, reçut une enveloppe avec le logo d'une école de design industriel. Juste une visite, rien d'obligatoire. Mais tu devrais voir ce qu'il est possible de faire avec tes mains et ta tête. Il resta longtemps à la contempler, comme s'il n'était pas encore prêt à l'ouvrir. Pendant ce temps, leur mère se tenait en retrait, tenant entre ses mains la boîte à outils rouge qu'Émile lui avait laissée la veille. Elle l'avait nettoyée, alignée, nommé chaque outil. À la fin de la journée, elle déclara à voix haute « Maintenant, plus personne ici ne manquera un entretien à cause d'une panne bête. » Le quartier applaudit. Des voisins offrirent leur aide pour transformer le vieux garage abandonné au coin de la rue. Un ancien électricien proposa de tirer une ligne neuve. Un adolescent offrit de créer un logo. Émile regardait tout cela en silence, les bras croisés. Il s'approcha doucement des garçons et leur dit simplement « Vous avez fait fleurir quelque chose ici. Et je ne parle pas de mécanique. » Puis il glissa dans la poche de Malik une petite clé en cuivre. Un jour, cette clé ouvrira un autre endroit. Mais d'ici là, construisez ici. Faites de ce quartier un moteur. Et en s'éloignant, il ajouta « Ce n'est pas la force qui répare, c'est l'attention. » Le soleil tombait lentement derrière les toits. Et pour la première fois depuis longtemps, la rue ne semblait plus oubliée. Elle respirait point le lundi matin. La ville s'éveilla sous un ciel clair et timide, comme lavé par tout ce que le week-end avait déposé dans les cœurs. Dans la rue Saint-Laurent, il restait quelques traces d'huile sur le trottoir, l'odeur persistante du métal chauffé au soleil et ce silence particulier des lieux qui ont vu naître quelque chose d'essentiel. Les garçons s'étaient levés tôt.
Julien portait la chemise neuve offerte par Claire, légèrement trop grande, mais déjà marquée à son nom. Théo s'était bandé 2 doigts, brûlés par une maladresse sur une pièce chaude, et en était presque fier. Malik avait passé la nuit à redessiner le réservoir cabossé qu'Émile lui avait confié, y ajoutant des lignes inspirées d'ailes déployées. Leur mère les avait accompagnés jusqu'au pas de la porte, une main sur l'épaule de chacun, sans trop parler. Elle n'en avait pas besoin. Son regard disait tout. À l'arrêt de bus, les garçons tenaient chacun un dossier sous le bras, et quand le véhicule les emmena vers Rennes, ils se retournèrent une dernière fois. La rue semblait les regarder partir avec fierté. Ce soir-là, quand ils revinrent, fourbus mais remplis d'histoire, la boîte à outils rouge trônait au milieu de la cuisine comme une relique sacrée. Malik y glissa un écrou poli, Théo une vis gravée, Julien une étiquette marquée « Premier jour ». Ils s'assirent sur les marches de la maison, sans un mot, jusqu'à ce qu'un bruit familier résonne doucement au loin. Une moto, seule, lente, respectueuse. Émile. Il ne s'arrêta pas, mais leur adressa un simple signe de 2 doigts qui lui rendirent le cœur battant. Le lendemain, une lettre attendait sur le paillasson. Pas d'adresse, juste leur prénom. À l'intérieur, une phrase « Ce que vous construisez est plus solide que le métal. Continuez. Et si un jour vous doutez, relisez ceci. » En dessous, 3 pattes brodées, un engrenage doré entouré de racines. Le symbole des bâtisseurs silencieux. Les jours suivants, les voisins passèrent voir l'atelier, demandaient conseil, apportaient des pièces. Une vieille dame offrit une caisse pleine de boulons rouillés. Un ado timide demanda à apprendre à dessiner les moteurs. Et un petit garçon posa cette question simple. « Vous croyez que moi aussi je pourrais un jour réparer quelque chose ?» Malik lui tendit un crayon. « Commence par tracer une ligne droite. » Le soleil glissa lentement derrière les cheminées. Les garçons savaient que tout ne serait pas facile. Mais ils avaient quelque chose qu'aucune école, aucun diplôme, aucun titre ne pouvait donner. Un feu allumé par un homme qu'ils avaient aidé sans rien attendre et qui leur avait montré que parfois, les miracles n'ont ni lumière. Juste un moteur cassé, un bol de soupe et une promesse silencieuse. Et si vous pensez, vous aussi, que ces histoires méritent d'exister, alors restez avec nous. Abonnez-vous, partagez, faites circuler. Car c'est ainsi que les étincelles deviennent flammes.